Aujourd'hui, nous allons entendre Hélène Langevin-Joliot, qui est physicienne nucléaire et qui va nous parler d'une de ses grand-mères, Marie Curie. Je crois que tout le monde s'en rend bien compte. Marie Curie a vécu l'une de mes grand-mères, comme on dit. C'est vrai, l'autre aussi. ont vécu dans une période de transition où la place des femmes, la place mineure des femmes, commence à être mise en question de différents côtés. Et Marie, pour sa part, va s'imposer à ses contemporains dans le domaine de la science, qui était plus que tout autre un des domaines fermés aux femmes. Donc, je ne vais pas naturellement vous raconter toute sa vie. On a parlé de portrait, c'est beaucoup dire. Je vais essayer de faire quelques flashs sur des éléments de son existence qui l'ont marqué, qui ont été très importants pour son orientation et sa vie en général, à travers l'idée que je peux m'en faire maintenant. Marie, comme vous le savez sûrement, est née à Varsovie. Et vous la voyez ici, la plus petite, dans cette photographie des enfants de la famille Sklodowski. Une famille très cultivée, les deux parents professeurs, en même temps, une famille peu fortunée, avec, comme on peut dire, quand même une famille très large autour, qui couvre, je ne dirais pas du sud au nord de la Pologne, mais enfin, au sens large, une très grande famille. Dans cette famille, les choses ne sont donc pas simples, puisque Varsovie est dans l'Empire russe, mais plus directement que ça, si on regarde l'enfance et l'adolescence de Marie, il est certain qu'elle n'a pas été celle d'une petite fille sans problème, parce que arrive le typhus et le décès de l'aîné des enfants arrive alors que Marie a tout juste 11 ans, le décès de sa mère, qui décède de tuberculose, qui est, comme on sait, la maladie de l'époque. On essaye de la soigner, elle va au soleil se soigner en France, en Italie, etc. Bon, elle décède et c'est évidemment quelque chose qui est resté dans le souvenir de sa fille. Ce qui est beaucoup plus connu, je dirais, je crois que ça a été raconté beaucoup, la saga, on peut dire, de la jeune Maria, qui est ici debout avec sa sœur aînée Bronia. La saga de Maria, ne pouvant, après avoir fait des études très brillantes, comme sa sœur d'ailleurs, ne pouvant aller à l'université de Varsovie, qui est fermée aux femmes, va décider de partir pour Paris. C'est une histoire qui a été racontée et re-racontée. Je dirais qu'elle vaut la peine, mais je ne vous la détaillerai pas. Je m'arrêterai, je dirais, plutôt sur deux éléments. Elles se sont associées pour arriver à aller à Paris l'une et l'autre. Maria va se placer comme institutrice dans une famille aisée à la campagne. Elle va aider sa sœur et ensuite, sa sœur ayant fait ses études de médecine, elle va pouvoir la rejoindre à Paris. Le point qui m'a frappé et qui, je crois, qui revient, y compris dans les choses que Marie a écrites elle-même comme importantes, c'est que ces deux jeunes filles sont, comme elle le disent elles-mêmes, des positivistes idéalistes ou des idéalistes positives. À l'époque, domine entièrement cette idée il faut un progrès général de la société, et ce progrès, il faut l'attendre de la science. Donc la science est pratiquement au centre des espoirs de la jeunesse. Elle est aussi au centre des espoirs de la jeunesse polonaise, qui est une jeunesse évidemment
opprimée dans un pays annexé, mais qui, après insurrection et insurrection, finalement met son espoir dans l'éducation, le fait que la Pologne survivra à travers l'éducation et la science. On va voir Marie et Bronia participer aux activités d'une université volante qui a pour but, clandestinement, de développer l'éducation, en particulier des jeunes femmes, dans le domaine scientifique en particulier, mais pas seulement. Et ça arrivera à Marie de donner elle-même, dans ce cadre, un enseignement pour des ouvrières, par exemple. On verra quand, dans la période où Marie se trouve à la campagne, placée, comme on dit, comme institutrice dans cette famille, on la voit profiter de l'occasion pour faire de l'enseignement aux petits paysans de la région, puisque ce sont des régions agricoles. Il y a des paysans qui dépendent plus ou moins du propriétaire. C'est aussi peu de temps avant qu'elle reparte sur Paris, de nouveau l'université volante, et aussi la chance de pouvoir approcher le soir un laboratoire lorsqu'elle se rend dans ce qui s'appelle à l'époque un musée de l'industrie et de l'agriculture, manière élégante de camoufler un laboratoire qui sert à la formation clandestine d'un certain nombre de jeunes. Elle peut y aller, elle peut faire quelques expériences. De là, elle retire, disons, un premier goût pour la science et l'expérience. Elle arrive donc à Paris, on est en octobre 1891. En fait, elle a déjà, dans les 3 ans, 91, oui, c'est là que je... 91, elle arrive, elle va s'inscrire à la Sorbonne, d'abord dans une licence de physique, puis une licence de mathématiques. 3 ans plus tard, 94, elle a ses licences. Son projet, quand elle est venue à Paris, c'est pas du tout de dire « je suis passionnée de sciences, je vais essayer de trouver un endroit où je puisse satisfaire cette passion, c'est-à-dire trouver un laboratoire ». Non, son idée, c'est revenir en Pologne, trouver un poste de professeur et pouvoir enseigner ce qu'elle aurait appris d'une certaine façon. En fait, c'est un devoir à la fois familial, puisqu'elle va retrouver son père, et patriotique, puisque ça s'inscrit dans cette idée, il faut développer l'enseignement, la culture de l'ensemble du peuple polonais. En fait, ces projets vont changer parce qu'elle a été remarquée comme une excellente élève. Gabriel Lippmann, qui est un futur prix Nobel, a été son professeur. Il n'est pas très chaud pour qu'elle reparte comme ça, et il lui trouve ce qu'on appellerait aujourd'hui un petit contrat de recherche pour étudier le magnétisme dans des aciers de façon assez systématique. Elle a besoin de conseils et elle va rencontrer Pierre Curie. Cette rencontre va évidemment changer le cours de sa vie et de ses projets. C'est souvent utile, plutôt que, de lire des innombrables commentaires sur la vie de Marie Curie, de lire parfois ce qu'elle écrit elle-même sur sa propre vie. Et elle a fait en quelques lignes une description de sa première rencontre avec Pierre, dans laquelle elle parle de son air réfléchi, le calme, la confiance qu'il inspirait. Il avait 8 ans de plus qu'elle. Il était déjà un physicien connu, pas reconnu au niveau où il aurait dû l'être, mais il était connu pour des travaux de tout premier plan sur la piézoélectricité, sur la symétrie et plus récemment sur le magnétisme, le point de Curie, etc. Ça tombait donc très bien. Et elle dit, par exemple, dans la fin de cette description de Pierre,
Elle décrit cela comme ça. Une conversation s'engagea entre nous, bientôt amicale. Elle est assez timide. Et cet homme, visiblement, bon, pour tout dire, il est séduit immédiatement. Hein. Elle avait pour objet des questions de science sur lesquelles j'étais heureuse de demander son avis. Ça, c'était clairement le motif de la rencontre. Puis, sur des questions d'intérêt social ou humanitaire, auxquelles nous nous intéressions tous deux. Le centre des idées était complètement différent l'un de l'autre du point de vue de leur caractère. On ne peut pas trouver deux personnalités plus différentes. Mais ils se retrouvaient dans un ensemble, l'amour de la science, et cela, l'intérêt pour les questions sociales et humanitaires, et l'intérêt pour les exercices physiques et pour les promenades dans la nature. Et donc, vous les voyez ici sur cette photo très connue, à bicyclette, c'est à peu près à l'époque de leur mariage. Ils vont faire un grand tour en Île-de-France et plus loin. Restant, elle devient Madame Curie en juillet 1995. Mais encore faut-il pouvoir travailler. Or, à l'époque, pour une femme, avoir accès à un laboratoire, ça fait partie des choses qui ne se font pas du tout. Alors, certains d'entre vous ont probablement soit vu la pièce, soit vu le film Les Palmes de M. Schultz. Eh bien, M. Schultz, qui était M. Schutzenberger, le directeur de l'école de physique et chimie, je tiens, et je pense qu'on devrait tous le faire, lui rendre hommage, car quand Pierre Curie, qui était professeur à l'école, lui demande « Est-ce que sa femme ne peut pas avoir un petit coin de laboratoire pour faire ces fameuses mesures de magnétisme pour son petit contrat ?» Eh bien, Schutzenberger va dire oui, ce qui est important, je dirais même, la voie d'entrée de Marie vers la science. C'est d'ailleurs, je le dis en passant, quelque chose de très frappant quand on lit quelques biographies de femmes scientifiques de cette époque ou des époques précédentes. Celles qui ont pu finalement faire de la science, pratiquement, on constate qu'elles ont eu par chance soit un professeur un peu féministe, soit un mari, soit un père qui les ont soutenues. C'est pas sûr que sans cela, elles y seraient parvenues. Celle-là aussi, c'est une photo très connue, je dirais même Pierre et Marie Curie avec leur appareillage électrométrique. Et là, on est loin du contrat de recherche et des premières mesures de Marie. On est après sa décision de vouloir faire une thèse. Alors, faire une thèse, évidemment, c'est vraiment s'engager dans le domaine de la science. Et il faut choisir un sujet. Et le sujet qui a été choisi, c'est l'étude des rayons uraniques. On est en 95, 96, 97 septembre. Marie vient d'avoir une fille, ma mère. Elle décide de faire une thèse. Et ce sujet, les rayons uraniques découverts par Becquerel en 1896. C'est assez frappant quand on y pense rétrospectivement et qu'on est physicienne comme moi. Les rayons uraniques étaient une émission de rayonnement spontané par l'uranium. Mais ce caractère spontané, il avait beau être très faible, c'était en fait une énigme formidable. Eh bien, il y a très peu de physiciens dans le monde qui se sont arrêtés sur cette question à l'époque. Et Becquerel lui-même, après avoir fait un certain nombre d'expériences, a considéré qu'il avait épuisé le sujet. Quand Marie l'attaque, visiblement, le sujet n'est pas épuisé. Et toute seule, le début de sa thèse, puis avec Pierre,
Ils vont aller beaucoup plus loin que Becquerel et jusqu'à la découverte du polonium et du radium qui vont relancer le travail sur ce fameux rayonnement spontané qui était resté, je dirais, dans un trou en attendant que quelqu'un veuille bien considérer que c'était peut-être important. En fait, pour aller plus loin que Becquerel, qui avait travaillé avec des plaques photographiques, il fallait mesurer quantitativement le rayonnement produit par l'uranium. Et le choix qui va être fait, celui-là, il est de Pierre Curie, c'est assez évident par son passé, ça va être de mesurer les charges qui sont produites quand le rayonnement se déplace dans ce qu'on appelle une chambre d'ionisation. Il y a donc là un dispositif que je ne vais pas vous décrire du tout, de caractère électrométrique, qui permet de mesurer quantitativement ces charges. Il n'est pas facile à utiliser, mais Marie va s'y habituer très vite et elle va apporter une réponse claire. Les rayons uraniques de l'uranium sont effectivement une propriété atomique de l'uranium. Ça varie avec la quantité d'uranium dans les sels, les oxydes et tout ce que vous voudrez, que vous chauffiez ou pas, etc. C'est un progrès très important parce que c'est resté dans l'approximation. Mais il n'y a pas qu'une méthode expérimentale et une réponse de ce type. Quelles questions se pose-t-on quand on fait de la physique? Elle va se poser une très bonne question. Est-ce que cette affaire de rayonnement spontané, seul l'uranium la possède, ou est-ce qu'après tout, c'est une propriété que d'autres éléments chimiques possèdent? Et elle va se mettre à commencer à regarder tout ça, et très rapidement s'apercevoir que, non, il n'y a pas grand-chose comme éléments qui ont la même propriété que l'uranium, à l'exception du thorium. Et elle regarde les minéraux d'uranium à ce moment-là plus en détail, et stupéfaction, ces minéraux émettent plus de rayonnement que ce qu'ils devraient. Il y a de l'uranium dedans, il le sait, elle le calcule, il y a trop de rayonnement, C'est une question auquel ils apportent et elle apporte, et je vais m'arrêter là-dessus un instant, une réponse qui préfigure un peu la suite. Tout porte à croire que ces minéraux contiennent un élément inconnu, beaucoup plus actif. Vous voyez, le mot radioactif est en train d'émerger, que l'uranium. Si maintenant on fait un saut sur l'ensemble de l'année 98, jusqu'en mars, Marie, et puis en avril, une note au compte-rendu à l'Académie des sciences, une deuxième note en juillet et une dernière note en décembre. Celle de juillet, c'est la découverte du polonium. Celle de décembre, avec le chimiste Bémont d'ailleurs, c'est Pierre et Marie Curie et Bémont, découverte du radium. Eh bien, la première note qui dit « tout porte à croire qu'il y a un élément inconnu », elle n'a pas été signée par Pierre Curie. Et ça mérite de se demander pourquoi. Car après tout, l'ensemble de la méthode expérimentale, c'est lui. Et les carnets de laboratoire montrent clairement qu'en mars, ils sont déjà en train de s'organiser pour travailler ensemble pour trouver l'élément inconnu. Je pense que Pierre Curie n'a pas voulu, s'ils auraient pu signer ensemble, n'a pas voulu que sa signature figure se disant, ce qui aurait été immanquablement le cas à l'époque, que les mérites de Marie, qui étaient considérables pour en arriver là, auraient été totalement effacés et lui aurait été attribué, à lui, le physicien confirmé et déjà reconnu.
Cette décision d'avoir une première note vers les découvertes du polonium et du radium, signée uniquement par Marie Sklodowska-Curie, a été très utile. Elle a servi de barrière à certains points de vue dans des années qui ont suivi pour tous ceux qui ont essayé de dire « Ah oui, mais elle était sa préparatrice, n'est-ce pas? Elle était son assistante. » Cette note, clairement, a mis un barrage sur ce point. Et je crois que c'est le genre de choses qui, à l'époque, se justifiaient parfaitement. Un mot sur cette année 98 encore. On pourrait imaginer les Curie, et en particulier Marie, enfermée au laboratoire toute la journée, tout le temps. Eh bien, Marie a quand même une fille qui est toute petite. Elle est née en septembre 97. Marie tient un cahier sur les progrès de sa fille. Et ce cahier est tenu avec peut-être plus de précision certaines fois que certains détails que l'on trouve dans le carnet Pierre et Marie Curie sur la découverte du radium, ce qu'on fait d'un jour sur l'autre. Alors on saura à quel âge elle a eu, la deuxième dent, la troisième et la quatrième. Je pourrais vous le dire aujourd'hui, je ne le sais pas par cœur, mais je peux me référer à ce papier. Mais ce que je veux remarquer aussi, c'est que en juillet, les Curie ont publié la découverte du polonium. Ils savent qu'il y a un deuxième élément à découvrir. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils partent en vacances. Et on ne peut pas reconstituer les choses avec précision, mais tout porte à croire, selon les formules de l'époque, qu'ils sont partis 2 mois. Quel chercheur ferait cela aujourd'hui? C'est pour vous faire mesurer l'étendue des changements d'un peu plus d'un siècle. Mais par contre, c'était très sage, parce que bon, ils se sont bien reposés, ils ont très bien travaillé après. J'ai entendu mes parents souligner que c'était comme ça qu'il fallait faire. À gauche, vous voyez Pierre et Marie dans un autre cadre. Ça n'est plus l'endroit où ils font leurs mesures électrométriques, avec évidemment la chimie qui permet de séparer, d'opérer, de trier entre ce qui est radioactif et ce qui ne l'est pas. Ils sont dans le hangar, qui est aussi une tradition dont on a beaucoup parlé. Un hangar où Marie va, avec l'aide de Pierre, travailler pour obtenir un sel de radium pur dont elle puisse mesurer la masse atomique. À droite, vous avez une des premières mesures de la masse atomique du radium, 223,3 ici, qui est obtenue en 1902. Donc pendant 3 ans, ça va être un travail considérable dans des conditions absolument catastrophique. Un hangar n'est pas un laboratoire de chimie, a fortiori un laboratoire de chimie pour des produits radioactifs. Donc de la radioactivité, il y en a partout, pas seulement dans les cuvettes où ils sont en train, là, sous leur nez, de concentrer les cristaux de chlorure de radium. Au terme de tout cela, en juillet 1903, Marie soutient sa thèse. C'est pas un grand amphi, il n'y a pas un public énorme, mais il y a quand même un public non négligeable de gens qui s'y intéressent. Parce que la séparation du radium, ça commence à exciter un peu les imaginations, parce que les uns et les autres se disent que le radium va avoir des applications. Et il y a déjà eu des contacts avec des médecins pour commencer à travailler sur la possibilité d'utiliser le rayonnement du radium pour soigner des lupus, du cancer, etc. C'est une préhistoire de la radiothérapie, vraiment une préhistoire. Mais elle compte et des industries vont se développer. Donc la thèse de Marie, elle va être traduite à l'étranger, ce qui est extrêmement rare. C'est le genre de choses qui n'arrivent pas. On est en juillet et à l'automne arrive l'annonce que le prix Nobel de physique
en 1903 est attribué, partagé entre Henri Becquerel et Pierre et Marie Curie. Déclenchement, évidemment, d'articles de presse. Vous voyez un, on voit la presse, évidemment, s'emballe sur les Curie. Une femme, évidemment, une femme, on n'a pas vu ça beaucoup, donc ça excite. Et je dirais qu'on le voit dans des textes et dans des lettres. C'est très bien pour les Curie parce que ils vont avoir plus de moyens matériels et ça va faciliter leur vie. Mais d'un autre côté, on leur demande 50 choses. À un moment, ils diront, à force de nous demander tout ça, on se demandera que dans un an, on constatera que nous n'avons rien fait de sérieux au laboratoire. En gros, ils se plaignent. Ils se plaignent de leur notoriété qui devient carrément encombrante. Mais le prix Nobel, que tout le monde célèbre, il y a un beau scandale à côté duquel on est passé. Car en réalité, le comité Nobel attribue sur des propositions. Et les propositions d'un certain nombre d'académiciens français, qui avaient donc été envoyés avant l'été, étaient de présenter Becquerel et Pierre Curie, sans Marie Curie. Heureusement, il est arrivé que Pierre Curie soit informé indirectement, et il a pris sa plume. Il a été informé, oui, par un académicien suédois, sensible à la place des femmes, et il a répondu avec une lettre catégorique sur le fait que s'il s'agissait du radium et de la radioactivité, il était évident que Marie devait être associée à ce travail. Donc, une discrimination antiféministe flagrante a été évitée grâce à cette lettre. Il faut se rendre compte que pendant cette époque, je n'en parle pas, mais il n'y avait pas que les Curie qui ont travaillé autour du... Bon, ils étaient les seuls à travailler sur le polonium et le radium, mais ensuite sur le phénomène de radioactivité, ils y contribuent, mais il y a plein d'autres laboratoires. Tout le monde s'est jeté sur le sujet. C'est devenu un sujet très important parce que en 1998, il y avait des traces de polonium et de radium dans la substance des Curie, mais ils pouvaient déjà estimer que la radioactivité du radium ou du polonium était des millions de fois plus importante que celle de l'uranium. Donc, c'était clair que ce n'était pas un petit phénomène, c'était un phénomène considérable. Cette photographie, ou plutôt cette double photographie, évoque la tragédie qui va frapper Marie Curie le 19 avril 1906, lorsque Pierre Curie est écrasé dans un accident de circulation où il meurt sur le coup. Marie se retrouve donc veuve avec 2 enfants. Elle est alors chef de travaux dans le laboratoire qu'a fini par obtenir non sans mal Pierre Curie, qui est alors professeur à la Sorbonne. Et il faut bien se rendre compte que si la chair avait changé, bon, elle risquait de perdre dans ce désastre et son mari et le sujet de recherche sur lequel elle travaillait. En fait, on peut dire à la mobilisation des physiciens et à l'émotion créée par le décès de Pierre Curie, le fait que la faculté des sciences a réussi à se décider en moins de 15 jours à prendre une solution radicale et, on peut dire, révolutionnaire pour l'époque. Elle n'a pas remis la chaire de Pierre Curie en jeu. Elle a décidé de la laisser vacante. Elle nomme Marie Curie directrice du laboratoire, ce qui était pour elle extrêmement important. Elle nomme Marie Curie chargée de cours,
certains s'indignent qu'on ne l'ait pas nommé tout de suite professeur. Bon, elle avait sa thèse depuis 3 ans, elle attendrait 2 ans avant d'être la première professeure à la Sorbonne. Ça ne me paraît pas scandaleux pour ce qui est de mon appréciation. Donc, en moins de 15 jours, la question est réglée. Ça, c'est une image, je ne sais plus si c'est l'illustration ou le petit journal, je ne sais plus, qui relate le premier cours donné par Marie Curie en novembre 1906 à la Sorbonne. Événement mondain qui fait beaucoup, beaucoup causer, évidemment. Marie écrivait, après la mort de Pierre, un petit journal intime. Et on voit que au soir de ce premier cours, où elle a été félicitée, elle a cette petite phrase qui montre qu'elle comprend bien à quoi elle doit d'être professeure à la Sorbonne, ce qui va arriver. Eh bien, elle écrit « Il s'est trouvé des imbéciles pour venir me féliciter à la fin de mon cours. » Et oui. Et combien de temps est-ce qu'il aurait fallu attendre pour que Marie Curie ait un poste de professeur à la Sorbonne? N'était le décès dramatique de Pierre Curie en 1906. On n'aura jamais la réponse. Une photographie qui est prise dans le laboratoire de la rue Cuvier, donc elle est donc devenue la directrice après 1906, où elle doit au fond poursuivre un travail commencé à 2, et bien elle se retrouve face à un travail à faire seule, avec certes quelques élèves qui se rassemblent autour d'elle. Ceux qui étaient avec Pierre Curie ne l'abandonnent pas d'ailleurs. Et elle doit de nouveau s'imposer, parce que jusqu'alors, les contacts extérieurs, d'une certaine façon, avec le monde scientifique, c'était Pierre Curie qui le tenait. Il était le plus âgé, les gens s'attendaient à ce que ce soit lui, c'est pas extraordinaire. Et là, elle est projetée, elle doit le faire. En particulier, elle a longuement à discuter avec des gens qui ne sont pas tous français, loin de là, anglais, allemands et autres. Il faut faire un étalon de radioactivité. Quel étalon? Tout le monde va se mettre d'accord sur l'idée que ça s'appellera le Curie, en l'honneur de Pierre Curie. Mais qui va le faire et comment? Marie n'a jamais eu tellement l'occasion de discuter avec tous ces messieurs, seule femme au milieu de 12 messieurs décident, chacun défendant son laboratoire, son avis, etc. Elle n'est pas toujours à droite, mais elle fait son apprentissage. Et heureusement, dans ce groupe qui finit par lui confier l'étalon principal à faire, le président est Ernest Rutherford, qui est le très grand physicien britannique, qui découvrira plus tard ce qu'est la radioactivité, le noyau, etc., qui apprécie énormément Marie pour son approche de la science et qui calme les uns et les autres. Et à l'un d'eux, particulièrement misogyne, j'aime bien la phrase qu'il lui dit dans une lettre. Mais enfin, il faut que vous compreniez, Madame Curie, dans nos discussions, a à la fois l'avantage et l'inconvénient d'être une femme. Alors, ne jugez pas comme si nous étions tous les mêmes. Voilà, il faut s'habituer à ça. Elle y arrive finalement, non sans mal, mais elle finit par y arriver. L'année 1911 est chargée d'événements. Elle est chargée d'événements, ça commence mal avec le rejet de sa candidature à l'Académie des sciences au début de l'année, vers la fin avec les attaques sur sa vie privée, dont je dirais pas grand-chose ici. Mais il faut parler de sa participation au premier conseil de physique Solvay. Il y avait
très peu de grands meetings à l'époque. Il y avait très peu de grands meetings à l'époque, mais l'industriel Solvay réunissait, on peut dire, les plus qualifiés qu'il pouvait connaître de physiciens pour aborder les grands problèmes de l'époque. Et Marie se retrouve dans cet aréopage, la seule femme. 1911, la seule femme, elle est entre Jean Perrin et Henri Poincaré. Sur le bout, on voit Einstein et Langevin, Paul Langevin, l'un à côté de l'autre. Discussion. Marie va participer à ce congrès-là et à tous les conseils Solvay qui se tiennent tous les 2 à 4 ans, jusqu'en 1933, avant son décès. Et quand on parcourt les comptes rendus de ces conseils, elle n'a certes pas de rapport à faire, il n'y a pas lieu dans ce cas, mais on voit qu'elle intervient pratiquement à chacun des congrès, elle a des points d'intervention. Elle a sa place et elle y participe pleinement. L'année se termine avec le prix Nobel de chimie qui lui est attribué qu'elle va recevoir en décembre 1911. Elle le reçoit pour la séparation du radium, car pour les chimistes, la vraie découverte du radium, c'est le fait d'avoir déterminé sa masse atomique. C'est clair, pour eux, c'est essentiel. Et rétrospectivement, on le comprend, car à l'époque, on découvrait des tas d'autres substances radioactives que le polonium et le radium. Et le radium est resté, pendant très longtemps, le seul de ces substances dont on connaissait la masse atomique. Tous les autres, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, certains se sont trouvés clairement assez facilement identifiés, d'autres très difficilement, jusqu'à ce qu'on comprenne la notion d'isotope. Mais ça, je n'en parlerai pas. Ce qui est frappant, c'est que les raisons d'attribution du prix Nobel mettent aussi l'accent sur les propriétés du radium. Les propriétés, le radium métal, la phrase est à l'époque, le radium, c'est l'élément le plus important découvert depuis l'oxygène. Bon, aujourd'hui, pour tout dire, on essaye de se débarrasser des déchets de radium. C'est pas si commode que ça. Cette photographie est, je dirais, pour marquer une troisième partie, au fond, de la vie de Marie Curie. Je dirais même une troisième Marie. Il y a Marie avec Pierre Curie, Marie après Pierre Curie, et maintenant Marie pendant la guerre de 14 et après la guerre de 14. Eh bien, elle va décider de se consacrer entièrement à la radiologie de guerre. L'Institut du radium, où nous sommes aujourd'hui, son premier bâtiment vient d'être achevé, mais elle utilise le bâtiment pour la radiologie de guerre. Elle va centrer sur les voitures équipées d'appareils rayons X pour pouvoir aller dans des postes mobiles près du front. Elle va principalement s'occuper à la fois en général et sur le tas, de la formation des manipulateurs qui ont besoin de faire marcher ces appareillages, ces diagnostics à rayons X, qui ne sont pas les appareils presse-bouton que l'on connaît aujourd'hui. Ce sont des appareils de laboratoire qu'il faut emmener dans des conditions difficiles, et ce n'est pas commode du tout de se servir de ça. Donc, vous la voyez là, c'est l'hôpital, je crois que c'est à Creil. Elle est là au bout de la photo, en train de regarder de manière pratique comment expliquer, vous voyez l'appareillage, pas de protection, ceci dit, entre nous, avec les résultats que ça donnera. Ça va avoir beaucoup d'accidents. Après, mais beaucoup de diagnostics par milliers, centaines de milliers,
malheureusement, de tous les projectiles dans le corps des blessés. À droite, vous la voyez avec ma mère, qui commence à l'accompagner tout en faisant ses études à la Sorbonne. Quand elle commence, elle a 17 ans. Mais bon, il y a besoin de manipulatrices, donc elle se forme pour ça aussi. Et il faut convaincre les médecins que ça marche, et ce n'est pas aussi simple. Et je disais, former de plus en plus de manipulateurs et de manipulatrices. Et ça, j'ai entendu ma mère me le raconter comme exemple des capacités des femmes, où elle racontait, on voyait arriver des groupes d'infirmières sans aucune formation, généralement sans aucune formation scientifique, et Marie Curie leur donnait des cours théoriques sur qu'est-ce que c'était les rayons X et comment étaient conçus les appareils, et avec une autre personne, ma mère s'occupait des travaux pratiques, et elle soulignait que les manipulatrices qui sortaient de là, elles étaient appréciées de tous. Et on retrouve dans les courriers, vers ma mère en particulier, des lettres d'anciennes infirmières disant « Ah, oui, et on me reconnaît, et on me dit que je suis meilleure qu'eux, etc. Et c'est à vous que je le dois, à vous tous que je le dois, etc. » Bon, donc ça fait partie des... Je dis qu'il y a la période de la guerre de 14, mais à la sortie de la guerre, Marie Curie est devenue en fait une personnalité scientifique qui a un statut qui dépasse le domaine strictement scientifique. Elle a eu affaire à un milieu, les médecins, les militaires, elle qui était avec quelques amis, son cercle de connaissances, c'était avant la guerre de 14, quelques amis, et puis quelques scientifiques travaillant dans le même domaine. Et c'est tout, comme elle, et ses enfants, etc. Elle s'était trouvée projetée au milieu d'un grand nombre de personnes, comme je dis, les médecins, les militaires, un milieu qu'elle ne connaissait pas du tout. Et elle avait fini par s'y imposer, au point qu'elle avait des laissez-passer parfois qu'on lui laissait préparer entièrement, pratiquement signé en blanc, pour qu'elle puisse aller là où elle voulait, près du front. Elle revient avec une assurance dans la manière de se tourner pour obtenir ce qui lui paraît nécessaire pour progresser sur un domaine ou sur un autre, avec une assurance qu'elle n'avait jamais eue avant. Ça va être renforcé évidemment par le célèbre voyage qu'elle fait aux États-Unis pour recevoir des mains du président américain, mais suite à une souscription auprès des femmes américaines, un gramme de radium qui va être bien utile et pour les recherches de l'Institut lui-même et aussi pour la Fondation Curie qui est créée en 1921 et qui commence à pouvoir organiser des traitements, je dirais, scientifiques du cancer. Alors, on n'est plus dans la préhistoire. C'est certain, quand on y réfléchit, qu'à cette époque et pendant très longtemps, la notoriété, la personnalité de Marie Curie est connue beaucoup plus pour le fait que la Fondation Curie et le cancer que pour l'apport qu'elle a donné, qui est très important, au démarrage de ce qui va devenir la physique atomique et la physique nucléaire, et tout ce qui va en suivre. D'une certaine façon, beaucoup de gens la considéraient comme médecin, ce qu'elle n'a jamais été. Les résultats de la Fondation Curie sont d'abord... Elle a fait beaucoup pour la Fondation Curie, pour les sources, pour leur expliquer des tas de choses. Mais les résultats, ce sont les médecins autour de Claudius Rugaud qui dirigeait la partie médicale, biologique et médicale de l'Institut du radium et de la Fondation. L'Académie de médecine,
peut-être en concurrence avec l'Académie des sciences, a décidé, sans que Marie le demande, d'en faire un membre libre, donc la première académicienne de médecine, ce qui a aussi contribué à la confusion, je crois. La commission de coopération internationale de coopération intellectuelle qui se tenait chaque année à Genève, c'est un organisme créé par la Société des Nations. D'une certaine façon, pas d'une certaine façon, c'est l'ancêtre de l'UNESCO, en fait. Et ces archives ont été reprises par l'UNESCO après la Seconde Guerre. L'idée, c'est que les milieux intellectuels se sont violemment affrontés entre les pays en guerre et qu'il faut retisser les liens, entre les élites intellectuelles des pays vaincus, vainqueurs, et tous ayant pris part à l'affreux conflit que fut la Grande Guerre, que c'était important pour que la paix puisse s'installer en Europe. C'était la conviction de Marie, c'est pour ça qu'elle a accepté de devenir la vice-présidente. Et elle n'a pas été une vice-présidente de façade, c'est-à-dire, je dis ça pour donner mon nom. Elle y a vraiment travaillé chaque année. On la voit là dans le coin, où on a Einstein, un physicien américain, Millikan, l'autre, je ne me souviens plus, convaincre chacun qu'il fallait collaborer, reconstruire, je ne dirais pas l'Europe, mais même le monde entier, autour de l'idée que la science devait servir pour la paix. Elle a eu une initiative concrète, proposer des bourses européennes pour les jeunes chercheurs, car à l'époque, il y avait très peu de moyens de payer les jeunes chercheurs. Il y avait des fondations privées autour de personnalités généralement américaines très riches qui offraient des bourses. Les bourses Carnegie Curie ont joué un gros rôle pour l'institut que dirigeait Marie, mais il n'y avait pas grand-chose. Et elle soutient ce projet, elle présente ce projet. Et en le présentant, on voit bien que dans son idée, elle considère que les intellectuels ont eu aussi une responsabilité dans le déclenchement de la guerre de 14. Elle dit un peu, bon, il y a les gens les plus cultivés, puis il y a aussi ceux qui l'étaient moins, et ben, c'est quand même les plus cultivés qui se sont prêtés à ce qui a fini par déclencher les affrontements. C'est une analyse politique un peu limitée, mais qu'elle traduit par une introduction à cette demande de bourse pour les échanges, et qui dit quelque chose de ce genre, j'ai enlevé des bouts. Si des paroles telles que la faillite de la science, il y avait eu les gaz de combat, et on était en pleine crise économique en 1933, ont pu être prononcées dans l'amertume et le découragement, c'est que l'effort de l'humanité vers ses plus belles inspirations est imparfait, comme tout ce qui est humain, et qu'il a été souvent dévié de sa route par les forces d'égoïsme national et de régression sociale, et d'enchaîner sur ce qu'il convient de faire pour les bourses européennes pour les jeunes chercheurs. Je vais m'arrêter pratiquement là, sinon pour une petite conclusion, dans lequel j'ai rapproché ici cette photographie de Marie dans son laboratoire. D'un côté, elle continue quelques expériences personnelles, de l'autre, elle est la directrice de la section de physique et chimie de l'Institut du Radium. Et elle va en faire un des plus importants laboratoires qui existent dans le monde dans ce type de domaine. Elle y tient fondamentalement. À côté, vous avez la photo de famille qu'on peut avoir dans toutes les familles, qui ne font pas de science ou qu'elles en fassent ou pas. Et on voit Marie à un bout, l'autre grand-mère, ma grand-mère Joliot à l'autre bout, mes parents, et puis mon frère qui vient de naître
2 mois avant, si je ne me trompe, ou 3, et moi au centre donc de la typique vie de famille. Si je dis ça, c'est que Marie Curie est pratiquement devenue une figure mythique par certains côtés. Ce qu'on peut comprendre. Il y a de nombreuses raisons à ça. Mais je dois dire que, heureusement pour nous, mon frère et moi, on n'a pas été élevés dans ce mythe. Marie Curie était notre grand-mère. On a entendu, moi plus que mon frère, j'ai entendu mes parents parler de Marie Curie, par exemple, directeur de laboratoire. Eh bien oui, elle prenait d'excellentes décisions. Et puis ça lui arrivait d'en prendre une que mes parents critiquaient en trouvant qu'elle s'était fichue dedans et que ce n'était pas ça qu'il aurait fallu faire. C'était une mère et une grand-mère attentives, parce qu'on le voit à travers des lettres. Est-ce que ceci, par exemple, la maladie de ma mère, puisqu'elle a eu des attaques de tuberculose, elle est très préoccupée, on voit que c'est tout le temps ça qui la préoccupe. Oui, mais faire remarquer une collègue, un chercheur du labo, qui voit bien que oui, Marie est tout le temps préoccupée par ça. Sauf quand il y a une expérience en cours et qu'il y a quelque chose, le résultat, ça va être ça ou ça. Et bien là, elle en oublie complètement que, ah oui, d'accord, elle s'est plaint qu'il y avait un problème et que l'autre membre de la famille ne se portait pas bien. Marie Curie n'a pas sacrifié sa vie à la science. Parce qu'il y a eu pas mal de descriptions. On voit la voix accablée par tous les maux possibles et imaginables et travaillant dans des conditions où on ne peut plus travailler, etc. Et elle a répondu elle-même, j'ai donné beaucoup de temps à la science parce que je le voulais, parce que j'aimais la recherche. Autrement dit, je n'ai pas fait parce que je voulais guérir le monde entier, je voulais ceci, je voulais cela. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas, comme on l'a vu avec la guerre, profondément convaincue qu'il fallait s'occuper des applications utiles du travail qu'elle avait fait. On la voit dans la dernière partie de sa vie quand on pense comment je la connais, moi. J'ai le sentiment maintenant de la connaître. Pas par 3 petits souvenirs vraiment très légers que la petite fille que j'étais à l'époque peut avoir de sa grand-mère. C'est 3 fois rien, ça. Mais les albums de famille que j'ai feuilletés, je ne sais combien de fois, les lettres et les textes qu'on finit par lire ici, là et ailleurs, j'ai l'impression de la connaître. Quand je regarde, par exemple, des lettres écrites dans la dernière partie de sa vie, on y trouve, elle écrit ça à sa sœur, par exemple. Je devrais me reposer. Mais je ne suis pas sûre que je puisse me passer du laboratoire, même en écrivant des livres scientifiques. Et dans une lettre à sa fille, je l'avais notée parce que la formule m'avait amusée. Je suis sans nouvelles de vous, mes 2 filles, et du laboratoire. Et cela me donne une sorte d'inquiétude, comme si j'étais sur une autre planète. Voilà, bon, c'est comme ça qu'elle s'exprime. Donc oui, le mythe, la première femme, professeure à la Sorbonne, ça ne fait pas de doute que ça a joué un rôle important comme exemple. Je dirais, elle n'a pas été, à mon avis, une féministe militante, elle a été une féministe par l'exemple. Et cet exemple a été, je crois, pour les générations qui ont suivi, et est encore aujourd'hui, et oui, un exemple extrêmement utile, mais voilà. J'aime mieux Marie
sans le mythe. Voilà, merci. Merci beaucoup. Mon nom est Paola Antolini. Donc, d'abord, un grand merci car c'est magnifique. Vous êtes vraiment l'héritière à tous les niveaux de Madame Marie Curie, car vous nous avez passé une énergie formidable de vous-même d'abord, et aussi de votre héritage scientifique, familial, naturel. Mon nom est Paola Antolini. Je suis une journaliste scientifique. Je suis aussi une anthropologue. Et je voulais vous demander, comme la force matrilinéaire de votre mamie, 2 prix Nobel, de votre maman, 1 prix Nobel, de votre grand-père et père, est arrivée à vous. Vous avez fait la première expérience à quel âge? À quel moment vous vous êtes passionné de physique? Car on sent là toute votre énergie formidable. Merci, vous êtes rayonnante. Ça dépend ce qu'on appelle une expérience de physique, mais bon, j'ai vécu, c'est vrai, et ça a été bénéfique, à mon avis, pour moi, dans une ambiance où la recherche et la science étaient quelque chose d'assez naturel. Bon, j'ai fait croître des cristaux à la cave, et c'est très joli, les cristaux qui, avec toute leur face, etc. J'ai monté des petits moteurs. Hein, bon. J'ai même été mesurer une période radioactive une fois quand j'avais 13 ans. Bon, ce qui est extrêmement facile, hein, quand on vous dit qu'il n'y a vraiment pas besoin d'avoir une grande éducation pour faire ça. Bon, voilà, simplement, je n'ai pas eu ce qu'a eu ma mère quand Marie Curie et ses amis professeurs avaient décidé de faire l'enseignement à leurs enfants. Entre 1907 et 1908, ils trouvaient que les gosses passaient trop de temps à l'école, et donc ils s'étaient organisés pour donner des cours de maths, de physique, de chimie, mais aussi de littérature, d'anglais, du sport, de la sculpture, etc., à petite dose. Voilà. Et ça, nous n'avons pas eu, mon frère et moi, ça. D'abord parce que déjà, l'organisation des labos n'était pas la même. Deuxièmement, ce genre de choses était très bien en un sens. C'est la main à la pâte avant la lettre, si on peut dire. Hein. Tout le monde a entendu parler de l'éducation à la science par la main à la pâte. Concret, concret, concret. Ah, bon, c'est ce que... Voilà. Donc c'était très utile. Ça avait par contre un énorme inconvénient, c'est d'isoler les enfants de ces quelques professeurs de tous les autres. Et ça, c'est pas bon du tout. Et de ce point de vue, les parents n'ont pas voulu faire ça. Et je répète, ça aurait été insupportable si nous avions été élevés, comme je dis, avec le mythe au-dessus de la tête. On ne l'a jamais ressenti comme ça. Je me suis rendu compte de la situation beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. J'avais au moins 40 ans quand, oui, je passais à travers tranquillement. Heureusement. Quand on parle de l'histoire des Curie, et c'est l'origine polonaise qui m'y fait penser, on n'évoque jamais la religion. Est-ce que dans votre famille, la laïcité allait de soi? Il n'y avait aucune éducation religieuse parmi vos ancêtres? Attendez, vous me parlez de l'influence de sa naissance polonaise ou bien de la religion? Là, j'ai pas... En fait, en Pologne, la religion catholique a une place importante. Oui, donc écoutez, quand on raconte l'histoire des Curie, on n'évoque jamais la religion. Oui, alors, disons, la religion, effectivement, on le sait, la religion catholique a une place très importante en Pologne. La mère de Marie était profondément, pas catholique en surface, elle avait une foi profonde. Marie l'a eue très jeune aussi, elle l'a perdue rapidement. Son père était en principe catholique. En réalité,
Je parlais du positivisme de la science et des milieux intellectuels polonais. Cette part, cette couche très cultivée de la Pologne, bon, Père Sołodowski, il était plus athée que catholique, fort probablement, bien qu'il ne l'ait jamais clamé très fortement. Donc, si vous voulez, Marie, par exemple, a écrit, il l'a dit, et je l'ai entendu ma mère me le dire, je n'élève pas mes filles avec une religion, elles feront ce qu'elles voudront plus tard. Donc, une ouverture par rapport à cela. Par contre, en France, le milieu dans lequel arrive Maria Sklodowska quand elle épouse Pierre Curie, c'est assez curieux parce qu'on voit les deux familles, en fait, ont des caractéristiques voisines à certains côtés, par la culture, par leur ouverture d'esprit, par leur intérêt pour la science, etc. Mais effectivement, la tradition religieuse est radicalement différente. Pierre Curie, né en 1859, n'avait pas été baptisé. C'est dire que la famille Curie était libre penseuse. Et je dirais même que le grand-père de ma mère, qui a beaucoup aidé Marie après le décès de Pierre Curie, il a été un soutien important par rapport pour les enfants, en particulier pour ma mère tout particulièrement. Eh bien, c'était un solide anticlérical des années 1905. Il a transmis à ma mère ses valeurs républicaines et anticléricales très énergiquement. Voilà, bon, c'est tout. Oui. Déjà, je vous remercie aussi parce que c'était vraiment très, très intéressant. Quand je vois ce que vous avez dit sur Marie Curie, que vous parlez de son engagement dans la société, à l'heure actuelle, la seule personne scientifique qu'on peut voir comme ça s'engager d'un point de vue politique, c'est Cédric Villani, qui est un mathématicien. Est-ce que vous pensez que c'est bien que les scientifiques investissent le monde politique et le monde de la vie comme ça, de la société, de façon publique, et expriment leur avis dans un cadre qui va au-delà de leurs compétences scientifiques, comme l'a fait Marie Curie? Je crois que les scientifiques ne peuvent pas ignorer que la science est partout dans la société aujourd'hui. Alors, ils sont dans la... Enfin, je partage l'appréciation que je tiens. Alors là, ce n'est pas le mythe, c'est la tradition depuis toutes les familles de scientifiques au-dessus qui m'ont précédé. Le scientifique ne peut pas et ne doit pas dire « je vais chercher ceci pour répondre à tel besoin de la société ». En s'y prenant comme ça, il a d'ailleurs toutes les chances de ne rien trouver d'intéressant. Par contre, il faut donc lui donner la liberté de pouvoir chercher la connaissance, je dirais, où elle est, et par conséquent, découvrir ou ne pas découvrir une chose importante, ou, comme disait ma mère dans une chose qu'elle avait prononcée pour des étudiants, une petite découverte qui ne change pas la face du monde, mais qui va s'ajouter à d'autres. Bon, ils peuvent faire ça. Mais le problème, qu'est-ce que la société fait avec la connaissance accumulée? Ça, c'est une question dont les scientifiques ne peuvent pas se désintéresser. Donc, ils sont comme les autres citoyens. Je pense que chaque homme ou femme, dès qu'il a l'âge du raisonnement, devrait se poser de temps en temps des questions générales par rapport à comment marche la société. Pas très facile de savoir ce qu'il faut faire, mais quand même, bon. Et essayer aussi de se dire qu'il ne faut pas juger uniquement ce qui peut être intéressant pour moi ou mon milieu, mais ce qui est important pour tout le monde.
Donc je crois qu'il faut trouver les moyens d'engagement. Je crois que dès qu'il s'agit des applications de la science, puisqu'il y a beaucoup de débats là-dessus, moi je suis quand même très désolée de constater qu'il y a un certain, je dirais, c'est pas qu'il faut avoir confiance dans la science de A à Z, c'est pas ça, mais qu'il faut quand même se dire que c'est à travers les connaissances qui se sont accumulées depuis des siècles et qui continuent qu'on peut faire des choses, et dont beaucoup sont quand même très utiles. Et que, par conséquent, il faut partir de là. Il y a des choses qui sont vraies et puis il y a des choses qui ne le sont pas. C'est assez facile de dire que 2 et 2, ça fait 4 et que ça ne fait pas 3. Il y a des vérités qui sont plus difficiles, qui sont moins partagées que ça. On est face, pour la société, à des questions qui nécessitent de rassembler beaucoup d'informations qui sont, allez, c'est un mot à la mode, mais multifactorielles, qui ne dépendent pas que de tel phénomène ou de tel autre. Donc il faut mettre tout ça ensemble. Donc par rapport aux engagements en question, moi je dirais essayer de faire l'effort de trier, oui, où c'est comme on veut résoudre un problème et il manque 3 données importantes. Bon, si vous pensez au problème de l'énergie, par exemple, vous pensez au problème du changement climatique, eh bien, on vous dit il faut obtenir tel résultat, ça c'est les déclarations de la COP21, etc. Puis quand il s'agit de voir comment on va faire, eh bien, la plupart du temps, on voit dans les journaux et partout agiter des éléments dans lesquels il y a un élément qui repose sur des données bien établies et l'autre, il est sous la table. On n'en parle même pas. Donc, comment voulez-vous après que les citoyens s'y retrouvent? Donc, un effort pour remettre la notion de vérité. Et, excusez-moi, mais arrivé à un moment, on ne discute pas de la vérité en votant, mais on discute en votant de comment il faut utiliser les vérités pour faire quelque chose d'utile. Ça, c'est pas pareil. Alors, une dernière question. Donc. Dans la très belle exposition qui est au Panthéon dédiée à Marie Curie, que vous avez inaugurée le 7 novembre, on lit une phrase qui est très belle et très touchante. Nous faisons partie de ceux qui partagent l'amour pour la science et croient que la science est une beauté. Vous aimez cette phrase de votre mamie, la science est une beauté? Elle dit, ça n'est pas que de la mécanique et autre chose. Et elle ajoute, bien que la mécanique et la technique aient aussi leur beauté. Il faut savoir voir. Ben oui.